avant TikTok, Instagram et même avant Facebook, c'était sur Skyblog qu'on faisait connaissance sur Internet. C'était un réseau social où l'on pouvait bloguer et poster des photos, où tout était personnalisable et où les collégiens et les lycéens de France racontaient leur vie. Mais en perte de vitesse à partir des années 2010, la plateforme a définitivement fermé en 2023. Aujourd'hui, l'histoire des skyblogs peut paraître obsolète, mais elle n'est pas sans valeur. Près de 13 millions de skyblogs sont archivés à la Bibliothèque nationale de France comme un ultime hommage à notre adolescence numérique. Jeanne était collégienne dans les années 2000. Elle grandit entre les forfaits SMS bloqués, les soirées sur MSN et les skyblogs. C'est sur l'un d'entre eux qu'elle découvre Olivier, un ado, comme elle, qui vit à l'autre bout de la France, et dont elle va vite tomber amoureuse. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Marie Agassan. En 2005, j'ai 12 ans. J'habite dans un petit village à côté de Rennes et je vais dans un collège sport-études foot à Rennes. Je rencontre Clara en classe de latin. On est un peu sur la même longueur d'onde, plutôt bonne élève, mais en même temps un peu fun. Pas le groupe de filles populaires de la classe, mais qui s'entendent bien avec tout le monde. Avec Clara, on a beaucoup de sujets de conversation en commun, mais on aime aussi beaucoup parler des garçons, notamment de Jean-Baptiste Monnier, qu'on aime du plus profond de notre cœur après les choristes. Et donc Clara, à la récré, un jour, vient me voir et me parler d'un skyblog qu'elle a trouvé. Le skyblog, c'est une page où on raconte sa vie, ses amis, où apparemment on n'y trouverait que des photos de garçons trop mignons de Bordeaux, une ville qu'on ne connaît pas. Donc je rentre chez moi, je regarde le lien du skyblog et effectivement c'est un skyblog rempli de photos de jeunes Bordelais dans nos âges, tous aussi mignons les uns que les autres, avec des mèches, des skateurs, des surfeurs, des garçons que j'ai pas l'habitude forcément de croiser au collège. Mais voilà, le principe est simple, c'est une photo d'un mec mignon et en face une petite description et en disant à la fin les filles qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc c'est clairement un pré-catalogue de garçons. Dans mon collège, nous on a beaucoup de sportifs, c'est un collège sport-études. Donc c'est clairement les cheveux très courts, beaucoup de foot, beaucoup de football, les cheveux même rasés. C'est un peu la honte d'avoir une mèche, d'être un peu intello. Je pense qu'il n'y a aucun musicien, en tout cas aucun musicien déclaré. Ou alors des mecs un peu geeks, premiers de la classe. Mais les garçons populaires de mon collège, c'est les footeux. Et donc là, je découvre des garçons avec des mèches un peu bronzés, des petits t-shirts de groupe de rock, des garçons qui jouent de la guitare. Enfin, c'est un autre monde qui s'ouvre à moi et à Clara. Tout de suite, on a chacune notre préféré. Moi, il s'appelle Olivier et Clara, il s'appelle Jean. Et il y a plusieurs articles sur eux sur le Skyblog et c'est un peu une évidence pour chacune de nous deux. On a notre préféré et même si on connaît, je pense, toutes les pages par cœur, on connaît particulièrement celle sur Jean et Olivier. Jean, il a clairement ce petit côté un peu filou, c'est un brun ténébreux avec une grande mèche et il a un sourire parfait, je pense. Donc Clara est complètement fan. Et Olivier, moi je flash surtout sur une photo, il en a plusieurs, il en a 2. Mais où il a un Mediator dans la bouche et il a des grands yeux et il y a un petit côté Jérémy Capone du film LOL. On voit pas la photo en entier mais il a une guitare dans les mains c'est un musicien. Moi je suis une ado ni trop bien ni trop mal dans mes baskets. Je sais de toute façon que je serai jamais la fille populaire de la classe, donc je pense que j'abandonne très vite cette idée. J'ai envie quand même d'y arriver, j'ai envie d'en être. Donc je suis déléguée de classe, donc je pense que c'est important pour moi d'être bien vue de tout le monde, d'être un peu populaire. J'essaye aussi d'être gentille avec les gens qui sont un peu isolés dans la classe. Vraiment la déléguée type. Et forcément, je ne suis pas celle qui a le plus de succès.
Dans le collège, déjà, j'ai un appareil dentaire, je suis pas très grande, je m'habille pas dans les magasins non plus à la mode. Voilà, je suis pas complexée, mais je sais que je suis pas, je pense, au top de mes capacités. Donc je passe beaucoup de temps sur ce blog. Franchement, j'y vais régulièrement. Il y a peut-être même une période où j'y vais même tous les jours. Et à l'affût du moindre nouveau commentaire, donc potentiellement du moindre indice sur Olivier. Et savoir voilà, où il vit, dans quel collège il est. Est-ce que dans les filles qui commentent, il y en a une qui pourrait être sa copine. En fait, en lisant les commentaires, j'apprends son nom, son prénom. Donc j'arrive au lycée, je suis plus dans le même lycée que Clara, mais j'ai une nouvelle bande de copines et ça nous arrive assez régulièrement de faire la liste des garçons avec qui on aimerait sortir, voire se marier, enfin c'est des listes assez larges. Et je continue de mettre Olivier dans ces listes. Ça m'arrive aussi d'avoir des journaux intimes où clairement quand moi je me fais aussi la liste des choses que je veux faire dans ma vie, c'est rencontrer Olivier. Donc son nom revient régulièrement. Une partie de moi me dit que je le rencontrerai un jour. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sens que c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose où je sais que je vais m'en donner les moyens. De mettre Olivier sur les listes ne m'empêche pas d'avoir une vie sentimentale. Et j'ai mon premier copain en seconde. J'ai un copain plus parce qu'il faut avoir un copain, que mes copines ont des copains. Et donc j'ai envie de faire pareil, de montrer que moi aussi je peux avoir un copain, mais je suis pas spécialement plus amoureuse de lui que ça. Et cette relation se termine parce que je n'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel avec lui. Ça fait plusieurs semaines, mois que je ressens une certaine pression et je sens que je suis pas prête, que j'ai pas envie, que je suis pas amoureuse ou en tout cas attirée par lui suffisamment pour lui donner ma virginité. En 2008, je suis en première et c'est les débuts de Facebook en France. Et naturellement, je cherche le prénom d'Olivier sur Facebook et je le trouve. Donc déjà, je pense que je suis hyper fière de le retrouver. Ça me fait une petite émotion parce que même si c'est quand même plusieurs années après la première photo sur le Skyblog, je le reconnais, il n'a pas changé, je le trouve toujours beau et je l'ajoute. Alors il m'accepte. On n'a pas de vraie conversation, mais moi j'essaye de temps en temps de lui envoyer un petit message avec toute la maladresse possible. Je pense que je sais pas exactement quoi lui dire, comment lui dire, mais déjà je me sens hyper soulagée et hyper heureuse qu'il m'ait acceptée sur Facebook. Ça veut dire beaucoup pour moi et c'est un pas de plus vers la possibilité de le rencontrer un jour. Moi je me sens rassurée à partir du moment où on est amis Facebook. Donc quoi qu'il arrive, c'est comme s'il y avait déjà un premier lien. Quelques années plus tard, j'habite à Paris et j'ai des invitations pour plusieurs soirées cool. Je sais très bien qu'il n'habite pas à Paris, mais je lui propose de venir pour qu'il me trouve stylé et sympa. Donc j'essaie de lui parler un petit peu comme ça, de temps en temps, avec des messages, en faisant comme si j'étais pas intéressée, mais en même temps intéressée. Lui, il ne me demande jamais comment est-ce qu'on se connaît. Il me répond toujours un peu brièvement, mais toujours de manière très sympathique, avec un petit smiley. Quand il me répond, j'ai vraiment un gros crush sur lui, peut-être même encore plus que un garçon dans la vraie vie. Parce que là, ça fait déjà plusieurs années que son nom me revient, que je commence à avoir des infos sur lui. Et donc forcément, lui parler, pour moi, c'est un pas de plus vers une rencontre un jour, ou en tout cas un lien qui se crée petit à petit. En 2021, je suis directrice artistique d'une maison de disques. Donc mon travail, c'est de repérer, signer et accompagner des artistes dans leur production musicale. Et par le biais d'une amie, je retombe sur Jean et je me rends compte que Jean fait de la musique et que c'est plutôt pas mal. Ça reste très jeune comme projet, mais c'est assez chouette. Et je me dis, c'est un peu l'occasion, via mon métier, mon statut, de lui proposer qu'on se rencontre pour qu'il me parle de sa musique. Mais en lui demandant ça, je sais aussi que c'est dans l'idée de le rencontrer et potentiellement réaliser le rêve de Clara.
Avec Clara, on est restés copines, mais je pense qu'on a toutes les deux fait une année en fac de droit. Et après la fac de droit, on était moins en contact, donc on s'est jamais fâchés, mais la vie a fait qu'on a pris des chemins différents. On peut peut-être se donner des nouvelles 1 ou 2 fois par an pour nos anniversaires. Donc elle, entre-temps, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Donc je pense que le crush sur Jean n'est plus vraiment d'actualité. Mais tout de suite, quand je lui en reparle, elle est hyper réactive et on se replonge très vite dans nos discussions du collège. Je me dis que si l'occasion se présente et que pour Clara, je dois le rencontrer. Et d'ailleurs, elle est complètement fan de cette idée. Je pense que ça la fait beaucoup rire aussi. Et à aucun moment, elle me stoppe. Elle se serait peut-être pas permise de le faire elle, mais je pense qu'elle est assez contente que je le fasse pour elle. J'écris à Jean en lui disant voilà, que je suis directrice artistique, que j'ai écouté sa musique, que j'aimerais en savoir plus et potentiellement le rencontrer. Il me répond tout de suite de manière très sympa. On convient d'un rendez-vous à Bordeaux et on se retrouve pour prendre un verre et parler de sa musique. Moi, j'y vais avec un peu l'état d'esprit de la moi de 5e. Il ne sait pas comment je le connais. Moi, je ne sais pas s'il connaît Olivier, s'il ne le connaît pas. Assez naturellement, quand je rencontre Jean, c'est une question que j'ai envie de lui poser. Dans nos premiers échanges, je vois qu'il traverse une phase un petit peu difficile de remise en question et j'ai pas envie de le confronter ou qu'il pense que je suis un peu complètement folle en lui disant que finalement je le connais depuis que je suis en 5e. Je sens que le moment est pas approprié, donc par respect pour lui et peut-être par peur aussi, j'ose pas lui dire tout de suite, ce sera pas forcément très bien reçu. Quelques mois plus tard, je lui demande s'il connaît Olivier et puis il me dit qu'il ne le connaît pas. En 2023, j'ai 31 ans, j'habite à Paris, je suis attachée de presse. J'ai eu plusieurs histoires dans ma vie, mais c'est toujours un peu compliqué de nouer des relations longues et concrètes parce que je bouge beaucoup pour mon travail. Et je suis en train de travailler sur un festival dans le sud-ouest et j'apprends que c'est la fin des skyblogs, que la plateforme va décider de tous les fermer. Et à ce moment-là, moi je fais un hommage sur Instagram à mon skyblog et je ressors quelques pépites d'articles et je vois que ça fait beaucoup rire les gens. Je me dis c'est dommage de s'arrêter là, donc je décide de faire un hommage à ce skyblog en taguant directement Olivier et en disant by the way, c'était mon préféré, etc. Et là, Olivier me répond en me disant haha, les plus belles années de notre vie, par hasard, tu serais pas à Bordeaux. Et donc de fil en aiguille, je lui réponds et je finis par lui dire que non, je ne suis pas à Bordeaux, mais je suis à Biarritz et que je dois remonter en Bretagne dans quelques jours, donc je peux très bien m'arrêter à Bordeaux pour le rencontrer. Donc on convient d'une date ensemble un dimanche midi à Bordeaux. Je ne sais même pas en y allant si c'est un date ou pas. Je vais à ce rendez-vous en me disant je ne sais pas si il va me plaire, je ne sais pas si je vais lui plaire. J'essaie quand même de me préparer un petit peu, de me faire un petit peu jolie, mais je me dis pas que c'est pour le séduire forcément. J'y vais vraiment plus avec la volonté de me dire ok, je vais enfin le rencontrer, je vais enfin pouvoir cocher cette case de j'ai rencontré Olivier. Je suis assez détachée, mais une partie de moi est très contente et me dire ok, ça va être maintenant. J'arrive au rendez-vous, je vois qu'il est très grand, et je le trouve très beau. Je me suis donné aucune attente là-dessus, donc je suis très agréablement surprise de le voir, de voir qu'il ressemble toujours à ses photos, en tout cas les photos récentes. Il a peut-être un petit peu changé par rapport à lui au collège, mais voilà, je me dis que j'ai un peu parié sur le bon cheval. Pour le déjeuner, ça se passe très bien. On parle un peu de tout et de rien. Au final, comme on se suivait sur les réseaux depuis plusieurs années, je pense qu'on peut avoir un petit peu des bribes d'infos de ce qui s'est passé l'un pour l'autre, mais sans avoir vraiment de détails. Donc chacun raconte un petit peu sa vie sur les dernières années. Et moi, assez vite, je lui raconte aussi comment je l'ai rencontré. Je lui déballe tout, je lui parle du Skyblog, de Clara qui m'a parlé du Skyblog. Je lui parle de Jean, de tout le cheminement. Et je pense qu'il n'est pas impressionné. Moi, j'ai rien à perdre de toute façon. Je me dis peut-être que c'est la première et la dernière fois que je le vois, mais en tout cas, je lui ai dit tout ce que j'aurais à lui dire. Lui, il n'est pas choqué de cette histoire, de ma réaction. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de succès avec les filles.
Il est ni surpris ni choqué, il est assez à l'aise. Et vraiment là, du coup, je lui raconte l'histoire et ça fait déjà plusieurs années que c'est derrière nous, donc il y a moins cette appréhension et cette timidité de potentiellement raconter. Alors il y a une alchimie qui se crée entre nous, mais je sais pas encore si c'est de la séduction, si c'est juste de l'amitié. Mais si c'est de l'amitié, je suis déjà hyper contente parce que le courant passe bien, qu'il est très mignon, qu'il est très sympa et que j'aimerais apprendre à le connaître un peu plus. Lui, il revient à Bordeaux après une séparation. Donc déjà, c'est une info que je garde. Je me dis, ok, il vient de se séparer d'une longue relation. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il part vivre à Montréal une semaine après ce déjeuner. On termine le déjeuner. Il me raccompagne à ma voiture. Et bon, c'est trop bizarre parce que on se voit un peu pour la première fois. Mais en même temps, on se connaît un peu depuis longtemps sans trop se connaître. Personne n'a envie d'embrasser l'autre non plus, mais on sent qu'il y a une petite tension. Mais du coup, je pense que c'est pas pour maintenant. Et là, il me dit, bon, bah, tu viendras me voir à Montréal. Et donc moi, je lui réponds, bien sûr, avec plaisir. Il ne sait pas que j'en suis tout à fait capable. Je rentre en septembre ensuite à Paris. Et là, je rencontre quelqu'un. Ça se passe bien, on fait plein de choses, donc je mets beaucoup moins d'énergie dans cette relation avec Olivier. On s'écrit de temps en temps avec Olivier, mais sans vraiment des ambiguïtés, juste pour se dire bon anniversaire, se donner 2-3 adresses, prendre des nouvelles à son arrivée à Montréal. Et moi, je continue ma relation pendant quelques mois, jusqu'à ce que lui il décide de partir au ski une semaine sans me donner de nouvelles. Donc moi ça me convient pas et on décide sans se voir d'arrêter d'être ensemble. Quelques jours après, je reçois un message d'Olivier qui me dit bon, quand est-ce que tu viens me voir à Montréal? Est-ce que c'est début ou fin avril? Et à cette période on est fin mars. Et je ne réfléchis pas, je regarde les billets d'avion et je prends un billet d'avion qui arrive 5 jours après à Montréal. Je prends cette décision parce que j'ai pas trop de travail, que la fin de ma relation me déprime un petit peu, qu'il fait froid à Paris, que j'ai pas grand-chose à y faire. Quand je prends le billet d'avion, je me dis au pire ça se passe pas bien et je visite la ville qui a l'air très sympa. Au mieux ça se passe bien et on va être amis. Et au mieux du mieux, je vais vivre une petite histoire sympa, mais je suis pas stressée. J'envisage pas que ça puisse mal se passer, ou en tout cas, je sais que si ça se passe mal, je suis libre de partir, j'ai l'habitude de voyager, donc c'est l'optique du voyage. Je lui demande s'il y a quelque chose de France qui peut lui faire plaisir. Et là, il me demande du pâté basque. Donc quand on n'est pas à Biarritz, c'est un peu plus compliqué à trouver. Et du coup, la veille de mon départ, je fais toutes les épiceries du 11e arrondissement à la recherche d'un pâté basque. Je vais même dans le restaurant basque à côté de chez moi pour savoir où est-ce que je peux me fournir. Je réussis ma mission de lui trouver du pâté basque. J'arrive le lendemain matin à l'aéroport. Le personnel de bord me demande si j'ai bien mon visa pour les États-Unis parce que j'ai un vol, pas direct, mais un vol avec une escale de 6 heures à New York. Évidemment, je n'ai pas pensé à demander mon visa parce que dans ma tête, quand c'est juste une escale, il n'y a pas besoin. Et là, le personnel de bord me dit que non, en fait, il fallait demander l'ESTA, que les demandes se font en ligne, que je peux le faire maintenant, mais que les résultats peuvent arriver entre les 5 minutes et les 72 heures. Moi, je pars seulement 5 jours à Montréal, donc il est hors de question que j'attende une journée de plus avant de partir. Je fais la demande en ligne, la demande n'arrive toujours pas. Le personnel de bord me dit que tous les vols ensuite sont complets, donc je devrais partir demain. Et donc je décide de racheter un billet d'avion sans escale qui va directement à Montréal et qui part une demi-heure après le vol initial. Vu qu'il n'y a plus d'escale, j'arrive plus tôt que prévu à Montréal. Quand je prends l'avion, il fait encore nuit à Montréal et Olivier n'a pas l'information comme quoi mon vol va changer, donc il l'apprendra, je serai dans l'avion et on ne pourra plus communiquer. Donc je stresse légèrement d'arriver et de ne pas savoir quoi faire, comment faire, qui viendra me chercher, parce qu'il est convenu qu'il vienne me chercher à l'aéroport. L'excitation prend le devant sur le stress et je suis juste très contente de partir. Le trajet en avion se passe bien. Donc j'arrive à Montréal beaucoup plus tôt que prévu.
Donc je décide de me rapprocher de son quartier et de l'attendre dans un café pas très loin de chez lui. Lui, il arrive, je le vois au loin, je le trouve toujours aussi beau et je suis très contente d'être arrivée. On se pose chez lui et puis après on fait un petit tour de quartier. Il me montre tout de suite les adresses qu'il aime bien, son quartier. Il me présente les colocs qui sont là et je sens qu'il est très attentif et tout de suite il me dit qu'il m'a concocté un petit programme tout au long du séjour. On décide donc de faire un petit tour dans le quartier et voilà, le soir on décide de rentrer chez lui. On décide d'aller se coucher mais il est pas trop tard donc on sait très bien qu'on va pas dormir tout de suite. Et sa chambre n'est pas très grande, donc il n'y a pas de quoi se poser, donc c'est donc très limité. Naturellement, je me pose dans le lit et il se pose à côté. Ça me perturbe un peu parce que je ne sais pas ce qu'il en pense, je ne sais pas ce qu'il pense de moi. En fait, c'est comme si aussi on avait pris notre temps depuis des années avec les échanges, mais aussi dans toute cette journée, j'ai appris à le connaître. Mais dès qu'il s'allonge à côté de moi, je sens quelque chose de physique qui se passe où vraiment j'ai l'impression que mes mains sont attirées sur ses bras, que j'ai assez vite envie de l'embrasser. On s'embrasse enfin. C'est agréable tout de suite. Il n'y a aucune fausse note quand on s'embrasse. On passe la nuit ensemble. Et en fait, c'est ça, c'est tellement simple et évident et sans stress et tout est fluide et naturel. Il fait une blague, il me dit tu peux rayer ça sur ta liste, check, tu l'as fait, bravo, en référence aux listes que je faisais au lycée, au collège à son égard. Quand on s'embrasse, la première fois, il y a une partie de moi hyper fière de l'ado que j'étais à l'époque, de me dire que enfin, ça y est, ça arrive. En même temps arrive ce sentiment où je sens que je vais avoir un gros crush pour la personne qu'il est aujourd'hui. Je le trouve très drôle. Je le trouve aussi très attentif. En fait, je trouve qu'il a jamais un regard fuyant, qu'il regarde dans les yeux et ça, je trouve ça hyper beau et hyper précieux. Il a un regard aussi très profond et en fait, je pense que même les moments de silence, je me sens bien. J'aime bien la manière dont il me regarde, j'aime bien la manière dont il me parle et je le trouve très inspirant. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça pour quelqu'un, à m'en déstabiliser la nuit et le lendemain matin. La preuve, c'est que je pense que je dors très mal. Le lendemain matin, je pars seule prendre un café, en train de réaliser tout ce qui est en train de m'arriver. Et tout de suite, je me dis que peu importe où ira cette histoire, je suis très contente de vivre ce que je suis en train de vivre. Et ça, je me le jure de me le dire très vite. Pour me protéger et aussi pour juste peut-être me contenter de ça si ça ne doit être que ça. Le reste du séjour, il continue de me faire visiter la ville. On prend des vélos et on va sur les hauteurs de Montréal. On se balade, il doit retourner au travail, donc moi j'en profite pour télétravailler aussi un petit peu. On fait des restos, on va manger une poutine à minuit. Pendant les 5 jours, je pense qu'on n'est pas trop gêné par ce qui vient de se passer. À l'extérieur, en public, il est peut-être un peu plus distant. Mais je le mets clairement sur le compte de la pudeur. Mais dès qu'on est ensemble, je ressens aucune gêne d'un côté comme de l'autre sur ma présence ici après ces 4-5 jours à Montréal. C'est très fort. Je sais à quel point c'est précieux, alors j'essaye d'en profiter un maximum sur l'instant et d'essayer de ne pas me projeter parce que je sais qu'il est à Montréal et je sais que je vais rentrer à Paris. J'essaie de profiter et de me dire que je réfléchirai après sur la suite. Mais je ressens quelque chose de très fort, comme si la distance était déjà là et qu'elle rendait forcément les sentiments plus forts. Ça doit aller plus vite, ça doit aller plus loin. Assez vite, on parle de ce qui est en train de se passer et justement, on trouve ça assez fort tous les deux. Enfin, on est tous les deux assez stupéfaits de à quel point on peut bien s'entendre. Pendant mon séjour, je lui fais part de mon projet de voyage à New York dans 2 mois. Et assez naturellement, je lui propose de venir avec moi s'il en a envie. Il est plutôt partant dans l'idée. Il n'est jamais allé à New York. Ça lui dirait bien de visiter. Et moi, ça me rend ravie parce que c'est une perspective pour se revoir aussi. Arrive le moment du départ. Je reprends l'avion. Olivier ne peut pas m'accompagner à l'aéroport parce qu'il doit aller travailler. Donc j'y vais seule.
Dans l'avion, j'écoute la chanson qu'on a écoutée pendant tout le séjour qui s'appelle Orinoco Flow de Enya. Je l'écoute en boucle dans l'avion et je me mets à pleurer un peu de déjà nostalgie alors que ça fait même pas 1 heure que j'ai décollé. Et j'ai besoin de revivre intensément tout ce qui vient de se passer. Je pense que je prends enfin le temps, en étant seule, de réfléchir aux 5 jours qui viennent de se passer, mais aussi aux dernières années qui viennent de se passer et de tout ce cheminement pour en arriver là. Et même si je ne sais pas à quoi va ressembler la suite, je me dis que c'était hyper fort et que je suis hyper contente d'avoir vécu ça en fait. Donc je rentre à Paris, toujours dans le même état d'esprit, à la fois un peu triste et à la fois ravie de ce qui vient de se passer. Mais j'ai l'objectif New York qui arrive, donc dans ma tête, je sais que je vais bientôt le revoir et que il faut juste prendre son mal en patience. Entre Montréal et New York, on s'appelle plusieurs fois. C'est souvent à mon initiative, mais lui, ça peut lui arriver de m'écrire aussi, prendre des nouvelles ou me parler de l'organisation de New York. On s'échange pas des mots de couple. Et en même temps, quand j'ai réfléchi, je me dis que finalement, on s'est vu 5 jours, donc c'est peut-être un petit peu ambitieux d'en arriver là. On essaye d'être quand même attentionnés l'un pour l'autre, mais personne ne donne de grandes déclarations à l'autre et en disant qu'on a trop hâte de se revoir. On peut se le dire, mais c'est pas le sujet principal. Je passe beaucoup de temps à Biarritz et il s'avère que son frère travaille là-bas. J'y suis pendant 1 semaine et assez naturellement, il me dit va voir mon frère, travaille à tel endroit, il sera ravi de t'accueillir. Donc je rencontre son frère. Je pense qu'il est un peu stupéfait de toute cette histoire aussi. Donc je lui raconte. Et à ce moment-là, Olivier n'a toujours pas pris ses billets pour aller à New York. Et ça commence un petit peu à me stresser, de me dire mais est-ce qu'il va vraiment venir ? Et donc quand j'en parle à son frère lui fait tout de suite un message dans la foulée en disant prends tes billets. Enfin voilà, le coup de pression du grand frère. Et je suis contente qu'il me propose de rencontrer quelqu'un de sa famille, que son frère soit aussi emballé par cette histoire. Donc j'arrive à New York, j'ai hâte de le voir. Moi je pars plus longtemps que lui, je reste 10 jours et il me rejoint sur les 5 derniers. Donc mes 5 premiers jours à New York, je profite de la ville, je vois mes amis. Il doit arriver en bus, finalement il a un problème de bus. Donc il arrive beaucoup plus tard que prévu, donc ça nous enlève une bonne partie de la journée. Mais je suis trop contente de le voir, on s'embrasse et on va directement dans l'appartement à Brooklyn. Et on se retrouve, on passe du temps ensemble, mais je sens une petite distance que j'avais pas encore vue jusqu'ici. Il arrive aussi les mains vides. Avant de venir à Montréal, moi j'avais envie de lui faire plaisir. On se connaissait pas encore, mais ça me semblait assez naturel. Donc il y a une partie de moi qui est un petit peu déçue, mais je me dis c'est pas grave, il est comme ça. Donc le séjour se passe bien. C'est sa première fois à New York, donc on fait plein de choses assez basiques. D'aller à Times Square, d'aller dans la boutique M&M's. Et dans la boutique M&M's, déjà, je vois qu'il prend des M&M's roses pour offrir à quelqu'un. Je sais pas, j'ai une intuition qui me dit que c'est peut-être pour une autre fille. Dès qu'on est tous les deux, ça se passe très bien, puis il y a des moments, je sens qu'il est un peu absent. On passe des bons moments, mais je sens que la connexion qu'on avait quasi systématiquement ensemble à Montréal n'est pas toujours présente. Il y a des moments où je sens qu'il est là, et il y a des moments où je sens qu'il n'est pas vraiment là. Il est un peu distant ou sur son téléphone, l'esprit ailleurs. Donc arrive la fin du séjour. Moi, après Montréal, je savais qu'il allait y avoir New York. Donc en fait, je me disais qu'il fallait juste patienter. Et là, je me demande finalement quelle sera la prochaine échéance. Il évoque l'idée de potentiellement revenir en France autour de son anniversaire, à savoir fin septembre. Naturellement, je me dis, c'est super, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir se revoir dans pas trop longtemps. De fil en aiguille, j'apprends qu'il ne prévoit pas de repasser par Paris et il dit que ça l'embêterait de faire un détour par Paris pour passer me voir, qu'il irait directement à Bordeaux. Et je le prends pas très bien
parce que je traverse déjà 2 fois l'Atlantique pour venir le voir et qu'en fait, il peut pas prendre un train Bordeaux-Paris en 3 heures pour venir me voir. Donc je sais pas trop comment le prendre. Je suis un petit peu perdue sur la suite de la relation. Je suis un petit peu stressée et je me sens pas du tout rassurée. Donc on a une discussion le dernier soir qui est pas très sympathique autour de tout ça, où j'apprends aussi que finalement, au moment où je suis venue le voir à Montréal, il voyait quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est un petit peu perdu dans ses sentiments. Tout de suite, j'ai envie de me protéger et j'ai envie de mettre de la distance et en même temps, je comprends pourquoi il a été un petit peu distant sur tout le séjour. Moi, je me rends compte assez rapidement que cette relation, elle est assez peu commune et assez extraordinaire et que peut-être que pour lui, finalement, c'est pas du tout la même chose et surtout qu'on part pas du même stade. Que lui, finalement, il a vraiment appris à me connaître quand je suis arrivée à Montréal. Et même si moi, la personne que j'ai vraiment appréciée, c'est celle de Montréal, j'avais déjà conscience que je vivais quelque chose d'assez extraordinaire. Je pars de New York un peu déçue. Je décale mon billet d'avion parce que il me dit « Ah, mais finalement, ça nous fait que 4 jours ensemble. Pourquoi tu pars pas le dimanche ?» Donc je change mon billet d'avion pour pouvoir partir le dimanche. Et au final, lui, il part le dimanche matin très tôt. Donc je passe ma dernière journée toute seule à New York à m'occuper de tout le ménage de l'appart, à ranger et à être un peu triste de cette discussion de la veille et de justement de ne pas savoir où est-ce qu'on va aller. Donc je pars en me disant que je sais que quoi qu'il arrive, il va venir, qu'on trouvera peut-être un moyen de se voir, que lui se rendra compte qu'il a vraiment envie de me voir. Je me force à mettre une certaine distance pour pas trop souffrir. Enfin, j'essaye de m'ouvrir à d'autres histoires, même si c'est un petit peu dur. Et même si je raconte l'histoire d'Olivier à chaque personne que je rencontre, j'essaie de continuer à vivre ma vie. Et puis arrive la rentrée, arrive septembre. Il arrive en France et il m'écrit peut-être plus dans l'idée potentiellement que je vienne à Bordeaux. Mais en fait, moi, je me sens pas vraiment respectée dans cette relation où je me dis qu'il fait pas beaucoup d'efforts finalement pour qu'on se voit. Et je décide de pas me plier en 4 et de changer mon emploi du temps pour aller le voir et de rester sur ce qu'on avait vécu avant. Forcément, les échanges s'étendent de plus en plus et ils sont aussi beaucoup moins dans la confidence et ils sont beaucoup moins dans les sentiments. Mais ça peut nous arriver d'échanger quelques mots par-ci, par-là. Et en juillet suivant, il revient en France et cette fois-ci, il passe par Paris. Il me demande ce que je fais, si je suis là, si on peut se voir. Et je lui dis oui. Je mets une grosse distance quand même dans nos échanges parce qu'il me le propose, mais il me le propose pas avec des sentiments derrière en fait. Du coup, j'essaye de donner ce que je reçois et il revient 2 jours à Paris avant de reprendre son vol retour. Il ne vient pas les mains vides, il vient avec des cannelés bordelais. Je suis toujours très contente de le voir. Je pense que dès qu'on se retrouve physiquement, moi il y a des choses qui remontent. Mais encore une fois, il repart à Montréal sans avoir vraiment d'idée sur la suite. Et une fois revenu à Montréal, on a une discussion où il finit par me dire que, et quand bien même on serait dans la même ville, il n'aurait pas forcément envie qu'on soit ensemble. Je pense que ça a un peu mis un terme définitif à notre histoire. Je suis pas fâchée contre lui, mais je chercherai jamais à ce qu'il y ait plus que ça pour arrêter de me faire du mal et rester sur une note plus positive et rester un petit peu dans le rêve éveillé que j'ai pu vivre sur le premier séjour. Je suis hyper fière d'être allée au bout de cette idée, d'y avoir cru jusqu'au bout. Je regretterai jamais d'avoir pris un avion, 2 avions sur un coup de tête pour venir le voir. Donc je me sens complète. Si vraiment on m'avait dit à la moi du collège que 15 ans, 20 ans après, je serais à Montréal avec cette personne, j'y aurais pas cru. Comme je me suis un peu jurée de m'en rappeler à Montréal, il faut que, peu importe ce qui arrive après, que je me rappelle exactement dans quel moment j'étais, dans quel mood j'étais à ce moment-là, et à quel point j'étais bien. Donc j'essaie de rester sur cette note positive, et de me dire que j'ai quand même vécu des choses super, et je veux pas être déçue pour ça. J'ai fait le deuil de cette relation. J'oublierai jamais les sensations que j'ai eues au collège en découvrant sa photo sur le Skyblog, et toute la quête que ça a été jusqu'ici. Et la moi de 12 ans aurait été hyper contente de continuer. Pour le coup, la moi de 33 ans n'a plus envie.
Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Marie Agassan. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Sable Blanc. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.